Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge littéralement au cœur de nos cellules. On va explorer ces minuscules moteurs qui nous donnent notre énergie et surtout, on va voir ce que la science nous dit sur les substances qui pourraient les aider à tourner à plein régime. C'est une question qu'on peut se poser, non? Qu'est-ce qui, au fond, nous fait fonctionner? Derrière chaque battement de cœur, chaque réflexion, chaque effort physique, il y a un processus biologique d'une complexité incroyable. Et la réponse, elle se trouve à une échelle microscopique. Et voilà la réponse. Les mitochondries. Il faut s'imaginer ça comme des milliards de centrales électriques miniatures à l'intérieur de notre corps. Elles tournent en permanence, sans jamais s'arrêter, et transforment ce qu'on mange et ce qu'on respire en énergie pure, l'ATP. Autant dire que leur bon fonctionnement, c'est la base de tout. Alors, avant même de parler de comment on peut les soutenir, ces centrales énergétiques, il faut bien comprendre comment elles marchent. C'est vraiment le point de départ, indispensable pour la suite. Et pour que tout soit clair, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça ne sort pas de nulle part. Tout est basé sur une synthèse très sérieuse des études scientifiques publiées entre 2020 et 2025. On va décortiquer ensemble les conclusions les plus importantes de ces recherches. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va s'intéresser maintenant aux substances qui jouent un rôle direct sur nos mitochondries. Ce sont un peu les acteurs principaux de notre production d'énergie. Et le premier sur la liste, c'est le coenzyme Q10, qu'on appelle souvent CoQ10. C'est une pièce absolument essentielle de la chaîne de production d'énergie, vraiment au cœur du réacteur. C'est un peu l'étincelle qui permet à la machine de démarrer. La recherche se penche sur le CoQ10, surtout dans des situations où l'énergie cellulaire est à plat. On parle de conditions de fatigue intense comme la fibromyalgie ou plus récemment le Covid long. Mais il y a aussi tout le domaine de la santé cardiovasculaire où le stress oxydatif, une sorte d'usure des cellules, est un enjeu majeur. Et là, attention, ce chiffre est assez impressionnant. Une étude sur la fibromyalgie, qui est citée dans notre source, a montré qu'avec 300 mg par jour de CoQ10, les participants ont ressenti une réduction de plus de 50% de l'intensité de leur douleur et de leur fatigue. C'est une amélioration vraiment significative. Le suivant, c'est la PQQ ou pyrroloquinoline quinone, un nom un peu compliqué, je sais. C'est un composé avec un pouvoir antioxydant très puissant qu'on trouve naturellement dans certains aliments. Et son rôle va bien au-delà de la simple protection. En fait, la PQQ joue sur plusieurs tableaux. Non seulement elle protège les mitochondries qu'on a déjà, mais elle pourrait aussi stimuler ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. En clair, ça veut dire qu'elle aiderait à créer de nouvelles mitochondries toutes neuves. Et les études pointent aussi vers un potentiel très intéressant pour les fonctions cognitives. Et ce lien avec la santé du cerveau, ce n'est pas qu'une théorie. La recherche le confirme. Une étude sur des adultes âgés qui se plaignaient de leur mémoire a montré des améliorations très claires sur la cognition après seulement 12 semaines. Ça suggère un impact assez direct. Notre troisième acteur clé, c'est l'acide alpha-lipoïque ou ALA. C'est un antioxydant vraiment spécial, très polyvalent, parce qu'il fonctionne aussi bien dans l'eau que dans les graisses de la cellule. Du coup, il peut protéger à peu près tout l'environnement cellulaire. Et ses domaines d'application sont tout aussi variés. Les études cliniques ont regardé son efficacité pour la neuropathie diabétique, par exemple, mais aussi dans un contexte qu'on attendrait moins, la migraine. Une étude de 2021 a même montré qu'il pouvait réduire de façon significative la fréquence et l'intensité des crises. Ce petit tableau, il résume bien les choses. Si on devait schématiser, le CoQ10, c'est vraiment le spécialiste de la production d'énergie et de la lutte contre la fatigue. Le PQQ, lui, se démarque pour la cognition et son rôle d'antioxydant. Et l'ALA, c'est le champion de la gestion de la douleur nerveuse et de l'inflammation. Chacun a vraiment sa spécificité. Ok, on passe maintenant à un autre groupe de substances. Celles-ci, elles ont des effets un peu plus larges sur le métabolisme en général et elles sont souvent étudiées en lien avec les processus du vieillissement et la fonction cognitive. Là, on parle des précurseurs de NAD+, comme le NMN et le NR. Alors le NAD+, c'est une coenzyme absolument vitale impliquée dans des centaines de réactions du métabolisme. Le problème, c'est que ces niveaux baissent avec l'âge. L'idée, c'est donc de booster ces niveaux pour aider à restaurer une fonction métabolique un peu plus jeune. Mais attention, la recherche est nuancée. Par exemple, une étude sur le NMN a montré un bénéfice très clair sur la sensibilité à l'insuline. Par contre, une autre étude, sur le NR cette fois, n'a pas réussi à améliorer la performance physique maximale. Ça nous montre bien que les résultats peuvent vraiment dépendre du contexte et de la population étudiée. Et voici la L-carnitine. Si on reprend notre image de la centrale électrique, eh bien la L-carnitine, c'est le camion de livraison. Son travail principal, c'est de transporter le carburant, en l'occurrence les acides gras, jusqu'à l'intérieur de la centrale pour qu'il puisse être brûlé et transformé en énergie. Le processus est assez simple, mais il est absolument crucial. Sans assez de carnitine, les acides gras, qui sont une source majeure de carburant pour nous, ont beaucoup de mal à entrer dans la mitochondrie. Elle est donc indispensable pour transformer le gras en énergie. Il existe une forme un peu spéciale, l'ALC,
ou acétyl-L-carnitine, qui est très intéressante parce qu'elle peut passer la barrière qui protège le cerveau. Du coup, on l'a beaucoup étudiée pour la fatigue. Et les données sont assez claires. On observe des effets positifs significatifs sur la fatigue dans des situations très différentes, que ce soit la fatigue chronique, celle liée à la fibromyalgie ou même au cancer. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons d'assembler toutes les pièces du puzzle pour voir quelle est la conclusion générale de cette grande revue scientifique. Le message clé, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de substance unique qui fait tout. L'approche qui semble la plus prometteuse, c'est une approche multifactorielle. Ça veut dire qu'il faut penser à tout. Soutenir la production d'énergie, protéger contre l'usure, s'assurer que le carburant arrive bien et optimiser le métabolisme en général. L'idée, ce n'est donc pas de chercher la pilule magique, c'est plutôt de comprendre que le système mitochondrial est incroyablement complexe. Et pour le soutenir de manière efficace, il faut agir sur plusieurs leviers en même temps. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. En comprenant de mieux en mieux comment garder nos centrales énergétiques en parfait état, est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'une nouvelle ère pour la médecine préventive, pour la santé et la longévité? La science, en tout cas, continue de creuser. Merci d'avoir suivi cette analyse.